Bonjour à tous. Je vois qu'on est à peu près 100 sur le live, on va pouvoir démarrer. Je suis Jean-Baptiste de 55 et donc en cette période de confinement avec 55, on a décidé de pouvoir vous donner des sessions de webinaire et donc on est ravi de le faire non seulement pour passer pour prendre un petit déjeuner entre guillemets tous ensemble, mais surtout pour toujours continuer à apprendre sur le digital et la data. Et donc, après notre webinar qu'on a dédié à l'A/B testing qu'on a réalisé avec Google il y a à peu près 2 semaines, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'Analytics. Et l'objectif de cette session, c'est vraiment de présenter la nouvelle version de Google Analytics qui s'appelle A plus Web et qui a pour promesse de réconcilier les parcours app et web. Euh, alors, avant de démarrer en introduction, sachez qu'on va garder des temps dédiés pour répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat du live. On essaiera d'y répondre lors de temps dédiés. Et enfin, pour la suite, pas besoin de faire de capture d'écran. Sachez que vous avez la possibilité de recevoir les slides en répondant à un rapide formulaire. Et de toute façon, la vidéo sera bien entendu disponible en replay sur YouTube. Euh, donc nous serons deux à animer ce webinaire-là. Donc moi, Jean-Baptiste et Ludovic pour la deuxième partie. On fait tous les deux partie du même département chez 55 qui s'appelle Expertise et Innovation. Et notre but, notre rôle, c'est vraiment d'être référent en matière d'expertise et de veille sur tous les sujets analytics et A/B testing. Euh, donc aujourd'hui, on va surtout vous parler d'analytics, comment ça va se découper en termes de présentation. Je vais d'abord faire une rapide introduction sur ce qu'est 55 et ce qu'on fait en termes d'offres. Et ensuite, je vous parlerai vraiment d'A plus Web en termes de bénéfices, de structure et de collecte de données. Et enfin, Ludovic vous fera vraiment une démonstration de l'interface et des rapports. Donc 55 en 2 mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est un cabinet de conseil qui a été créé en 2010. Donc on va bientôt fêter nos 10 ans. On a été créé par l'ancien top management de Google France et Europe du Sud. Et, euh, et en fait, on accompagne voilà, plusieurs nos clients sur tout ce qui est vraiment data et digital, où l'objectif c'est vraiment de les aider à exceller dans un monde digitalisé pour qu'elles réussissent des expériences de marque les plus réussies possibles. Et donc pour cela, notre conviction, nous, c'est que c'est vraiment la technologie et en particulier la data qui leur permet de vraiment réussir, et que c'est marrant, la data c'est le meilleur outil pour comprendre les comportements clients. On a vraiment 4 briques d'offres sur ce sujet-là. Donc déjà, ce qu'on va vraiment focuser aujourd'hui, c'est sur l'architecture de data. Donc c'est comment bien collecter la donnée avec de manière la plus exhaustive possible, mais aussi avec le bon niveau de qualité. Une fois qu'on a collecté cette donnée-là pour comprendre les parcours clients, on peut ensuite l'activer d'une part vers du média pour vraiment bien mesurer l'efficacité des campagnes et travailler un achat média qui est plus ciblé. Ensuite, pour améliorer l'expérience utilisateur avec des sujets vraiment de personnalisation, d'A/B testing et d'expérience client au global en magasin qui est la plus consistante et la plus cohérente possible. Et enfin, vraiment sur des sujets de conseil en stratégie pure, où on aide nos clients à définir une vision, à trouver la meilleure organisation pour mettre en scène tous ces scénarios-là, avec les bons cas d'usage et la bonne architecture vraiment cible en termes de techno. On accompagne une centaine de marques en Europe et dans le monde, parmi lesquelles, voilà, par exemple, on a cité quelques-unes, mais LVMH, AXA ou bien encore Renault. Et du coup, on les accompagne vraiment sur l'ensemble de leur territoire dans le monde. Donc, on les accompagne sur 3 continents. On a 7 bureaux dans le monde, 4 en Asie, un à New York et 3 en Europe avec Paris, Londres et Genève, qui est vraiment notre territoire historique. Donc voilà par rapport à une introduction par rapport à 55. On va dérouler la présentation. Donc comme je vous disais, la première partie, c'est vraiment vous expliquer les bénéfices d'A plus Web.
qu'est-ce qu'il fait et quelle est la promesse de Google derrière sur cette nouvelle version de Google Analytics. En deuxième temps, on ira vraiment soulever le capot de la solution en regardant comment la donnée est collectée d'un point de vue architecture. Et enfin, Ludovic vous présentera vraiment une démonstration de l'interface avec les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux rapports. Donc on va démarrer sur les bénéfices. En introduction, forcément un peu de data puisqu'on est là pour parler de ça aujourd'hui. Ici, c'est la répartition en fait des usages, donc vraiment du temps passé par les utilisateurs. Donc c'est une étude qui vient du UK, mais ça donne une bonne vision de comment les usages sont faits en termes à la fois de device et d'environnement. Donc là, je vous apprends rien, c'est que les usages sont vraiment splittés et hétérogènes en termes sur l'app et sur le web, même si les usages penchent de plus en plus en faveur des apps, avec 75% à peu près du temps passé. Mais l'idée, c'est de dire que pour connecter vraiment avec leurs utilisateurs en termes d'usage, les marques doivent vraiment créer des assets à la fois applicatifs et à la fois vraiment web pour s'adapter à leurs usages. Et du coup, ça nécessite de créer des choses sur plusieurs environnements. Et l'analytics, la promesse de l'analytics, c'est vraiment de pouvoir du coup comprendre le comportement des utilisateurs, mesurer la performance de ces assets digitaux. Et Google, dans ce contexte-là, propose deux plateformes analytics complémentaires qui sont d'une part Firebase sur le monde applicatif et d'autre part Universal Analytics sur le monde web, qui est donc la solution vraiment historique de Google Analytics. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue collecte de données pures et même solution, ce sont deux solutions qui ont évolué en termes de roadmap vraiment de manière séparée. Firebase d'ailleurs a été racheté en 2014 par Google, alors que Universal Analytics était vraiment la solution historique. Et donc d'un point de vue vraiment philosophie, même technique, elle repose en fait sur des logiques de collecte qui sont complètement différentes. Typiquement sur Firebase, c'est une solution qui est davantage app-centrique, qui s'appuie sur des events, qui est plutôt user-based, donc et qui repose sur un SDK. À l'inverse, sur Universal Analytics, on est davantage vraiment sur des logiques de session et sur du JavaScript, donc non pas du SDK. Donc l'idée, c'est de dire que d'un point de vue philosophique, les rapports sont compliqués à être consolidés et à être agrégés avec une vision globale de la performance de manière cross-platform, ou du moins d'une manière limitée. Il existe des rustines ou entre guillemets des ponts artificiels entre ces deux solutions, mais du moins ça reste complexe. Donc c'est dans ce contexte-là que Google a décidé de lancer A+Web, où l'objectif ici c'est vraiment d'envoyer la donnée, qu'elle soit app ou web, vers une seule et même solution pour avoir une vision consolidée de la performance. Et cette fois, cette solution A+Web va reposer sur le même modèle de données, qui d'ailleurs est plutôt hérité du modèle Firebase, avec plutôt une logique d'event et de user. Le concept de session reste quand même présent dans la solution, mais il est quand même moins central que sur Universal Analytics. On y reviendra tout à l'heure dans la démo. Donc voilà, vraiment la promesse d'A+Web, c'est d'avoir ce type de rapport-là où on a en fait des dimensions et des métriques qui respectent la même nomenclature, quel que soit l'environnement, ce qui nous permettra d'avoir une vision consolidée de la performance et qui repose sur le même modèle de données. À noter que le nom de la solution peut être un peu confusing dans la mesure où en fait on n'a pas besoin d'avoir les deux plateformes disponibles. On peut très bien avoir une app uniquement ou un site web uniquement et utiliser cette nouvelle version de Google Analytics. Vous n'avez pas besoin d'avoir les deux plateformes disponibles. Si on prend un peu de recul sur l'historique de la roadmap de Google sur Google Analytics, en fait, on se rend compte tout simplement que A+Web, c'est simplement la nouvelle génération, la nouvelle version de Google Analytics qui a été lancée cette année
Et en fait, elle va tout simplement coexister avec les anciennes versions de Google Analytics qui sont du coup Google Analytics, on va dire Legacy, la version actuelle Universal Analytics qui a été lancée en 2011. Et en fait, ces trois versions-là, comme vous voyez sur cette timeline, vont coexister. On a déjà vécu ce phénomène-là en 2011 lorsque Universal Analytics est sorti. En fait, Google Analytics est sorti à la fin des années 2010. D'ailleurs, au départ, c'est Google a racheté une startup qui s'appelait Earthchain, sur laquelle il a pu lancer le produit Google Analytics. Puis une nouvelle version, qui est la version actuelle, est sortie en 2011. D'ailleurs, qui a évolué dans des modèles plus enterprise et plus premium avec le lancement de Google Analytics Premium et de Google Marketing Platform. Et en parallèle, il y a du coup Google a racheté une solution qui s'appelle Firebase, voilà, qui est vraiment dédiée aux apps. Et c'est vraiment sur ce socle-là que A+Web se base. Et donc on voit ici qu'en fait, les solutions vont coexister en même temps. On ne connaît pas exactement la date vraiment de sunset des versions précédentes. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que vraiment Universal Analytics, c'est la version actuelle, celle que vous utilisez aujourd'hui, et A+Web vont probablement coexister pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais que c'est important quand même de commencer à double taguer vos implémentations, vos sites et vos apps pour commencer à collecter de l'historique de données, de l'accumuler, afin de pouvoir réaliser par exemple des comparaisons sur hier-1 par exemple. Typiquement en 2021, vous serez content de pouvoir avoir de la donnée de mai 2020 et de pouvoir comparer avec l'historique sur 2020. Dernier message sur cette slide, comme vous le voyez, A+Web c'est une version bêta d'une part, et d'autre part c'est une version entièrement gratuite, contrairement à la version actuelle d'Universal Analytics qui du coup n'est plus en bêta car une solution éprouvée. Il existe un modèle premium de cette solution-là qui fait partie de la suite Google Marketing Platform. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de version 360, enfin en tout cas pour le moment de A+Web, et elle est entièrement gratuite. Donc en résumé, 4 bénéfices aux yeux de Google sur la promesse de Google pour A+Web Properties. D'une part, premièrement, l'aspect cross-platform, j'ai dit, hein, c'est la possibilité d'avoir une vision agrégée de vos dimensions et de vos métriques dans une seule solution, quel que soit l'environnement. Deuxième bénéfice, le côté vraiment plus flexible et plus efficient. Ça, c'est vraiment lié à la structure de données qui est event-based, qui est d'une part plus légère en termes de hits. Contrairement à Universal Analytics, il y avait vraiment une structure de données un peu plus robuste, enfin en tout cas un peu plus lourde à envoyer. Ici, en termes de processing, la promesse de Google, c'est que ça sera plus malléable et plus flexible à l'avenir. Et donc, vous serez capable de davantage créer des rapports personnalisés qui seront plus granulaires, avec des insights plus flexibles, grâce au modèle event-based. Troisièmement, c'est le côté fonctionnalité, visualisation qui vous permet d'avoir des choses améliorées en termes d'analyse. On le verra dans la démonstration, il y a des nouveaux rapports, des nouvelles vises qui vous permettent d'aller plus loin dans la compréhension des usages de vos utilisateurs. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est un produit davantage intelligent avec des capacités en machine learning qui vous permet de davantage détecter typiquement des anomalies dans votre collecte de données. Donc voilà sur l'aspect vraiment bénéfice pur de A+Web. On va passer 10-15 minutes maintenant sur le côté plutôt collecte de données, architecture. Et ensuite, je prendrai vos questions à la fin de cette partie-là. Donc sur le côté collecte, en fait, avant de commencer n'importe quel projet Analytics, maintenant, vous avez la possibilité de choisir un troisième type de property. Aujourd'hui, vous avez du coup les properties plutôt web ou plutôt app qui existent dans Universal Analytics. Google maintenant vous offre la possibilité de choisir une property de type A+Web, ce qui vous permet du coup d'accéder à cette nouvelle version de GA. Et donc pour envoyer les données, alors pour rappel, avant de vous montrer comment on envoie la donnée,
Les architectures en termes de compte, de property, etc. sont assez similaires entre la partie A+ Web et l'ancienne version de GA Universal Analytics. Vous avez toujours cette logique de compte property. En revanche, au niveau d'en dessous, il y a des légères différences. Sur la partie A+ Web, en fait, il n'y a plus cette notion de vue qui vous permet d'inclure ou d'exclure de la donnée. On va dire que au niveau property, vous avez la possibilité d'envoyer n'importe quelle typologie de données à l'intérieur, que ce soit une app iOS, une app Android ou un site web, et que finalement, ce stream-là va sont des buckets de données étanches qui vont pouvoir être envoyés au niveau property. Dans Universal Analytics, en fait, vous avez une logique d'architecture un peu différente, où en fait, le seul bucket de données que vous aviez, c'était le niveau property. Et en fait, c'est à l'intérieur de la property, vous aviez la possibilité de filtrer ou de segmenter vos données par rapport à une lecture business différente grâce à des vues. Donc pour le moment, sur A+ Web, ça risque d'évoluer par la suite, hein, mais il n'y a pas cette logique de vue, ce qui fait qu'en fait, toute la donnée de vos data streams sont envoyées vers GA, et on ne peut pas appliquer de filtre pour exclure ou inclure de la donnée. Une fois que vous avez créé votre property, il faut du coup ajouter un data stream à votre property. Donc ça se fait rapidement dans l'interface où vous avez du coup la possibilité d'ajouter un stream, que ce soit une app iOS, une app Android ou un site web. Et en fait, ça se matérialise comme ça dans l'interface. Lorsque vous avez ajouté un stream, eh bien voilà, vos listes de streams, de data stream s'affichent dans l'interface. Donc ici, on a ajouté typiquement le site web 55.com en tant que stream, et donc on va pouvoir dès à présent envoyer de la donnée vers Google Analytics via ce stream-là. Alors, naturellement, ce serait trop simple de juste déclarer un stream dans l'interface pour que la collecte de données se fasse. Il y a tout un travail, entre guillemets, d'infrastructure et d'architecture data à réaliser. Donc, on a essayé de schématiser au maximum les choses pour vous expliquer comment ça marche. Alors, avant de rentrer dans les spécificités d'A+ Web, on va vous faire un rappel de la collecte, de l'architecture de collecte de données sur ce qui se fait actuellement avec Universal Analytics. Donc, si on commence par l'app sur la gauche, comme vous le savez sûrement, la collecte de données sur app se fait via des SDK, contrairement à du JavaScript sur du web. Et le SDK qui permet de collecter de la donnée le SDK Google qui permet de collecter de la donnée, c'est le SDK du coup Firebase, qu'il faut installer à la fois sur iOS et à la fois sur votre app Android. Et ce SDK-là va nativement collecter de la donnée vers des produits Firebase, que sont Firebase Analytics ou bien Google Analytics sur Firebase. Donc c'est vraiment la collecte de données Firebase native sur application. Pour également aiguiller la donnée vers Universal Analytics, c'est vraiment, on peut le faire. Pour cela, ça demande une petite manip supplémentaire. Il faut installer une surcouche qui a un TMS, Google Tag Manager, qui a un autre SDK. Et en fait, ce SDK-là va pouvoir router la donnée vers Universal Analytics en s'appuyant sur la couche de données qui est Firebase. Donc ça, c'est vraiment l'architecture côté app à avoir en tête. Sur le web, c'est un poil plus simple. Vous avez classiquement un fichier JavaScript, en fait, un script à implémenter sur toutes les pages de votre site web pour collecter de la donnée. Donc ça, c'est facilité vraiment avec la logique de TMS et de conteneur, où vous allez écrire une seule ligne de script sur l'ensemble de vos pages. Et ensuite, vous faites de la configuration dans une interface qui est le TMS pour envoyer de la donnée vers Universal Analytics avec des templates de tags GA. La librairie d'ailleurs s'appelle analytics.js. Donc un peu plus simple sur le web, mais là on retrouve bien le problème du début, à savoir que pour avoir une vision consolidée de la performance, c'était relativement complexe, en tout cas pas complètement natif, pour réconcilier de la donnée entre les milieux app et les milieux web. Donc pour contourner ce problème-là, c'est vraiment la promesse d'A+ Web en termes d'architecture. Côté app, on se repose vraiment sur le SDK Firebase pour collecter de la donnée sur le monde applicatif. Et donc, on va directement envoyer de la donnée depuis Firebase jusqu'à la property A+ Web.
sur le web, cette fois, il y a un nouveau tracking à poser qui peut vraiment capitaliser sur votre tracking actuel, on y reviendra juste après, mais qui repose sur une nouvelle version du JTag qui s'appelle qui est une nouvelle version du JTag qui est jtag.js avec des nouveaux templates de tags dans Tag Manager pour envoyer de la donnée vers A+ Web. Donc voilà comment ça fonctionne en termes d'architecture de données. On a essayé de simplifier au maximum les choses. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, puisque maintenant c'est le moment des questions. Donc je vais regarder s'il y a des questions intéressantes dans le chat. Bon, visiblement, vous n'avez pas encore de questions, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Ludovic pour vous parler de l'interface, de vous faire une démonstration des rapports et des nouvelles fonctionnalités d'A+ Web. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Ludovic, ou Ludo, et je vais vous montrer un petit peu l'interface suite à ce que Jean-Baptiste vous a montré. Attendez, je vais juste arrêter parce que j'avais le stream en parallèle. C'est pas une bonne idée. Voilà. Excusez-moi pour ça. On est reparti. Ce sera mieux. Donc effectivement, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe dans l'interface Google Analytics. On va un petit peu rentrer dans cette nouvelle version. Donc là, vous voyez ici l'interface en fait que vous connaissez avec votre compte, vos properties, vos vues. Et vous voyez que quand vous créez une property, comme Jean-Baptiste vous l'expliquait, vous pouvez choisir AP Web. Donc si je le fais, tout simplement, je vais retrouver les caractéristiques un peu classiques d'une propriété, le nom, l'industrie, la time zone et puis la monnaie. Donc de façon à pouvoir calculer les données, notamment sur les bonnes journées. Si je suis sur la côte ouest des États-Unis ou en Asie ou en France, ce sera pas la même chose. Et puis que j'ai les bonnes monnaies si jamais j'ai des données e-commerce, donc des revenus par exemple que je veux tracer. Donc là, je vous montre un petit peu maintenant comment ça se présente dans l'interface en termes de data stream. Donc là, j'ai des exemples, vous voyez, avec des apps, donc iOS, Android, et puis un site web. Donc si je rentre sur le site web, vous voyez que vous retrouvez en fait l'information de l'URL du site web, un petit peu comme ce que vous aviez aujourd'hui dans les vues Google Analytics, dans les properties Google Analytics, pardon. Et puis vous avez ce fameux Measurement ID, qui est en fait le nouvel ID quelque part pour chaque stream, pour chaque envoi de données. Et c'est ça c'est là-dessus que va reposer la collecte quelque part. Quand on collecte des données, on les envoie à un identifiant de stream. Donc là, c'est pour le web. Vous avez ce Measurement ID pour le web. Et on va voir comment on déploie les choses pour le web. Je vous montre rapidement comment ça se présente pour une app. Par exemple, ici, l'app Android. Mais sur une app, vous allez définir évidemment quelle plateforme, Android ou iOS. Vous allez choisir le package name, par exemple, ici, et vous allez en fait l'associer à une application dans Firebase, donc à un projet Firebase, en fait. Et dans un projet Firebase, une application Firebase. Et puis là, vous retrouvez les éléments pour installer. Donc, vous avez notamment tous les détails pour déployer votre SDK sur votre app qui sont indiqués ici. Alors, pour la partie web, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, si vous avez Google Tag Manager, par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser les templates de tag. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter un tag. Vous allez voir que dans la liste des modèles, je vais retrouver des nouveaux modèles de tag. Donc là, par exemple, ici, j'ai le modèle AP Web pour la configuration et les événements. Donc, si je vais choisir la configuration, il va me demander mon fameux Measurement ID, que je peux aller rechercher ici. Je vais le retrouver là. Hop, je peux le copier et je peux le recoller ici. Ou alors utiliser une variable, normalement c'est comme ça qu'on fait, dans lequel j'aurais mis ce Measurement ID. Et puis je peux rajouter quelques éléments de paramétrage, notamment, on va le voir un peu plus tard, tout ce qui est User Property. Je peux aussi décider d'envoyer un événement de page vue automatiquement avec ce tag de configuration. Et puis bien sûr, je vais rajouter un trigger pour définir sur quel périmètre je veux envoyer les informations. Une fois que j'ai mon tag de configuration qui est installé, je peux aller chercher, je vais refermer ça, un nouveau tag, cette fois-ci d'événement. Donc, je peux aller utiliser mon modèle d'événement. Et là, vous allez voir qu'il me demande justement à quelle
élément de configuration, je dois l'associer. Donc là, je vais l'associer à celui-ci, par exemple. Et je vais donner un nom à mon événement. C'est vraiment là-dessus que repose la logique de cette nouvelle version de Google Analytics. C'est sur des noms d'événements. Et puis, je vais rajouter des paramètres potentiellement si je veux qualifier un petit peu chaque événement avec des informations complémentaires. On va voir à quoi ça sert dans l'interface ensuite. Je peux aussi préciser une propriété utilisateur au niveau de chaque événement si je le veux. Sinon, je peux m'appuyer directement sur le tag de configuration pour le reste. Donc ça, c'est voilà pour le déploiement via GTM. Si moi, je n'utilise pas GTM, je peux toujours aller utiliser le JTag. Donc là, il y a une version du JTag qui a été mise en place pour AWP. Et ce JTag, vous voyez qu'en fait, tout simplement, je vais me retrouver avec ma fameuse ligne config pour ceux qui connaissent. Et puis, vous retrouvez votre measurement ID ici. Si j'ai déjà un JTag parce que j'ai déjà d'autres produits, par exemple Google Ads ou Google Campaign Manager, pour lesquels j'ai utilisé ce JTag, je vais pouvoir aller utiliser cette logique de Connected Site Tag, c'est-à-dire que je vais déployer une fois mon JTag et ici, je vais ajouter les ID de mes différents produits vers lesquels je veux envoyer de la donnée. Voilà, pour éviter d'avoir plein de JTags déployés sur mon site, je vais en avoir un seul et puis je vais déclarer les différents produits que je vais vouloir utiliser. Vous avez une petite fonctionnalité ici que je voudrais juste détailler rapidement. C'est ce que Google appelle Enhanced Measurement. L'idée, c'est qu'en fait, au lieu de vous obliger à déclarer effectivement, soit dans votre TMS, dans votre Tag Management System, ou si c'est en dur, à chaque fois qu'il y a une interaction, de déclarer qu'il y a eu cette interaction et qu'on doit envoyer tel événement, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui, quelque part, va automatiquement remonter certains événements. Alors, pour être précis, voilà, c'est pas extrêmement détaillé comme façon de tracer votre site web. Si vous avez un site web où vous avez des besoins bien détaillés, bien définis, cette fonctionnalité, elle sera très insuffisante. C'est plutôt une fonctionnalité qui s'adresse à des personnes qui voudraient rapidement tracer leur site web avec des choses très basiques comme à vue telle page, éventuellement à valider un formulaire ou à scroller à 90% de ma page. Donc vous voyez, c'est très très basique. Là, je vais la désactiver par exemple ici parce que j'ai pas forcément envie qu'elle soit en place. Voilà. Donc ça, c'est pour Enhanced Measurement, qui est cette petite fonctionnalité qu'on peut activer ou désactiver très facilement pour son stream web. Bien sûr, ça c'est que pour le web. Pour les apps, il faudra les déclarer de façon explicite. Alors maintenant que je vous ai montré comment le mettre en œuvre, juste un petit récapitulatif par exemple de tags que j'ai pu déployer. Là, vous voyez que sur notre site de démo 55, j'avais mon tag de configuration et puis vous voyez un petit peu les différentes étapes du tunnel. En l'occurrence, le nom des événements que j'ai choisi ici, c'est un nom qui est recommandé par Google. C'est-à-dire que Google a maintenant défini une liste d'événements clés selon d'ailleurs le secteur d'activité que l'on peut exploiter pour pouvoir avoir un marquage un peu standardisé quelque part et retrouver des informations qui sont intéressantes pour ce secteur d'activité-là. Donc par exemple pour tout ce qui est e-commerce, eh bien la vue d'un article, l'ajout au panier, le démarrage d'un tunnel de conversion ou bien sûr un achat, ce sont des événements types par exemple qu'on va vouloir tracer. Donc c'est pour ça que là je les ai remis sur ce compte-là. Alors maintenant, allons un petit peu dans l'interface et allons voir comment ça se présente. Donc là, je suis en fait sur une propriété que l'on a construite pour le site de 55.com. Donc tout simplement, on a été sur ce site-là, et puis on a été mettre avec Google Tag Manager, et bien justement un certain nombre d'événements, de façon à pouvoir tracer ce qui se passe sur ce site, quels sont les différents pays qui sont navigués, quelles sont les interactions que l'on a faites, qu'est-ce qu'on a vu comme page, etc. Donc ici, j'arrive, je suis sur la home, vous voyez, donc c'est la page principale de AWP, et je retrouve en fait une certaine liste de cartes autour de App and Web Property, AWP. Je retrouve tout simplement des comptages assez simples. Vous voyez qu'on est vraiment dans cette logique où j'ai des utilisateurs et ils font des événements. Donc là, j'ai
sur la période qui est affichée, c'est-à-dire ici les 7 derniers jours, j'ai 7000 événements, 786 utilisateurs, et vous voyez, il y a une petite évolution de tout ça. Là, j'ai une petite vision temps réel. On verra qu'il y a un rapport temps réel qui est un peu plus avancé que ce qu'on avait dans la version, enfin, ce qu'on a toujours, pardon, dans la version 1 de Google Analytics, Universal Analytics. Ici, je peux rajouter aussi des petites alertes, par exemple, sur, j'ai dépassé le nombre de pages vues habituelles pour cette journée ou pour cette semaine-là. Voilà. Là, vous avez des notions de user activity, vous avez des notions de géographie aussi. Et puis, vous retrouvez, alors ça, on va le voir plus en détail, des rapports liés aux pages. Donc, quelles sont les pages qui ont été vues ou les écrans qui ont été vus. Vous voyez que c'est d'ailleurs c'est page and screen qui est présenté parce que on peut avoir des données app et web mélangées au même endroit. Ici, vous avez des visions de tous vos événements. Vous pouvez aller voir le détail de chaque événement. On va aller creuser un petit peu tout ça. Et vous retrouvez des logiques de source aussi. Donc, quels sont les les utilisateurs qui ont été apportés par les différents canaux médias. Une logique de cohorte. On verra qu'il y a un rapport de cohorte dédié qui a été mis en place ici. Et puis des logiques liées aux plateformes. Donc ça, c'est vraiment un petit peu la home page pour partir de ça et aller creuser. Et moi, typiquement, je vais commencer par aller voir mes pages, mes écrans. C'est ça qui m'intéresse d'abord de vous montrer. Et vous voyez que là, vous avez un petit chart, une petite visualisation qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Où vous voyez bien ici, à la fois en nombre d'utilisateurs, en nombre de vues, mais vous avez les pages les plus vues ici. Donc là, on voit bien que en fait, ce sont les deux homepages, la homepage du .com et la homepage de la version française de ce .com. Donc on voit bien que effectivement, comme on est une entreprise française, il y a effectivement beaucoup d'utilisateurs qui vont aller sur cette version FR. Et puis là, ici, vous avez le détail de tous les page titles, donc les noms de pages que l'on a mis. Donc là, on n'a pas été jusqu'à définir une nomenclature, on a simplement repris le nom des pages que vous avez, les titres de pages, pardon, des navigateurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout de suite, là j'ai trié par nombre de vues les pages les plus vues. Vous voyez que vous avez la home page de ce qu'on appelle le Tea House chez 55. Le Tea House, c'est notre blog, quelque part, si vous allez là, hop, vous pouvez aller trouver des articles sur un grand nombre de sujets d'actualité de la donnée. Si je reviens sur mon rapport, ce que je peux faire aussi ici, c'est aller regarder d'autres petites métriques. Vous avez votre nombre d'utilisateurs, votre nombre de nouveaux utilisateurs. C'est intéressant, c'est pour comprendre aussi si vous avez des pages qui sont attractives. Par exemple, pour le SEO, ça peut être intéressant. Quand vous développez des nouvelles pages, de voir si elles génèrent des nouveaux entrants. Vous avez une notion d'engagement time. Alors ça, c'est quelque chose qui va être calculé automatiquement en réalité par Appen Web Property, donc par cette nouvelle version de GA, où je vais aller évaluer en fait par rapport au comportement de mes utilisateurs une logique de durée d'engagement. Donc c'est pas exactement la même chose d'ailleurs que le temps passé sur le site. C'est vraiment une logique de durée d'engagement, c'est-à-dire le temps passé à interagir avec ce site. C'est un petit peu différent comme métrique. Pour ceux qui utilisent des outils d'analyse UX, ça rapproche davantage des métriques qu'on peut trouver dans les outils, dans ces outils-là. Et puis ici, vous pouvez trouver le nombre d'event counts qui ont été effectués après avoir vu cette page. Donc par exemple, je vais aller m'intéresser aux personnes qui ont cliqué sur un call to action que j'ai défini. Donc là, c'est par exemple cet événement CTA click. Et je vais aller regarder pour les personnes qui ont vu telle ou telle page, à quel point ils ont converti par rapport à cet événement. Vous avez des logiques d'événement et puis vous avez aussi des logiques de conversion. Donc par exemple, est-ce que j'ai fait des leads? Donc est-ce que c'est des personnes qui ont effectivement rempli un formulaire de contact 55? Voilà, on voit effectivement que il n'y a pas sur la période que j'ai prise, qui est juste les 7 derniers jours, on n'a pas des leads, des volumes de leads extrêmement importants via le site web parce qu'on a beaucoup de contacts directs avec nos clients, évidemment. Donc ça, c'est pour la logique de page d'écran. Maintenant que je vous ai montré ça, repartons maintenant sur la logique d'événement. C'est-à-dire que, comme Jean-Baptiste a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment cette logique de fonctionnement de la solution. Elle repose sur des listes d'événements. Donc en fait, on va envoyer des données qui sont plutôt de taille plus petite. On va arrêter d'envoyer des grosses informations d'un seul coup. On va envoyer peut-être plusieurs lots d'informations
plus petits que sont des événements, de façon à pouvoir comprendre un petit peu le comportement de nos utilisateurs. Donc là, vous voyez qu'on en a mis en place un certain nombre. C'est évidemment un marquage assez succinct qu'on a fait pour l'instant. Et ce marquage, il va aller tracer des interactions qui nous intéressaient particulièrement pour notre site. Et puis, ces événements, je vous montrais tout à l'heure dans GTM qu'on peut leur ajouter des paramètres pour les préciser. Donc là, par exemple, les page view, vous voyez que il y a un certain nombre de paramètres que mon collègue a ajoutés, qui est, par exemple, de quel bureau il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du bureau 55 de Londres, de New York ou de Hong Kong, etc. Ou bien sûr de Paris. Je peux aussi aller voir la langue du site qui a été utilisée. Lorsque je vais regarder le scroll, ce qui peut m'intéresser, c'est peut-être je vais y arriver. Excusez-moi, c'est les différentes pages qui ont été scrollées, par exemple, pour ce scroll. Et je peux aussi utiliser un petit paramètre de type nombre qui va me dire quel pourcentage de cette page a été finalement vu. Ça, c'est très utile si, par exemple, vous avez un site de contenu, donc par exemple pour le Tea House, où on présente des articles pour savoir si vos articles ont été lus. C'est intéressant d'avoir ce type de paramètres. Donc ici, en fait, on peut associer ces paramètres à un événement. Il y a quand même une limite de 100 paramètres associés à un événement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser une ribambelle de paramètres sur tous vos événements parce que vous avez cette limitation-là pour l'instant. Peut-être que Google fera évoluer ces limites dans le futur, mais pour l'instant, il y a cette limite-là. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner quelque part par rapport à la liste des paramètres d'événements enregistrés, ceux qui vous intéressent en particulier. Et là, vous vous retrouvez avec cette logique de paramètres associés. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, à quoi ça ressemble un rapport d'événements. Donc là, par exemple, j'ai été voir l'événement page vue. Cet événement page vue, du coup, je retrouve le comptage des événements, le nombre d'utilisateurs qui l'ont fait et du coup, le nombre d'événements par utilisateur pour comprendre un petit peu comment se répartit tout ça. La valeur de l'événement peut être ajoutée si jamais, par exemple, c'est un événement sur lequel je veux valoriser soit mon revenu publicitaire si je suis un éditeur de site, par exemple si je suis lemonde.fr, ou alors ça peut être bien sûr la valeur d'une transaction quand il s'agit d'événements transactionnels, par exemple. Là, je retrouve d'autres cartes comme par exemple les logiques de paramètres par rapport au temps réel. Donc ça me permet de regarder un petit peu récemment comment se découpent ces événements dans la logique temps réel. Bien sûr, j'ai toujours ma répartition géographique et ici en bas, j'ai des cartes, vous voyez, par paramètres d'événements. Donc là, mes paramètres d'événements, vous vous souvenez que c'était justement les 3 que mon collègue avait ajoutés, la langue, le bureau correspondant et puis le site précédent. Et là, vous pouvez retrouver du coup le découpage du nombre d'événements, du nombre d'utilisateurs qui ont fait cet événement par bureau, voilà, par exemple, pour 55. Donc ça, c'est cette logique d'événement. Alors une petit ajout ici, vous utilisez probablement déjà la version 1 de Google Analytics et vous connaissez probablement les segments. Alors ici, vous pouvez utiliser des mécaniques similaires. Vous voyez que vous retrouvez d'ailleurs une interface qui ressemble un tout petit peu, qui est un peu plus facile par contre à utiliser, un peu plus efficace que celle de la V1, où vous pouvez aller sélectionner un jeu de dimensions qui vous intéresse. Alors par exemple, le device catégorie, je peux rajouter ici un fil parce que j'ai envie d'isoler le mobile. Voilà, donc je peux faire ça. Et puis du coup, je peux appliquer ça et là, je vais me retrouver avec mon segment mobile et je vais pouvoir comparer en fait ma navigation. Donc là, on voit bien par exemple que sur le site de 55, on navigue assez peu sur mobile en réalité, ce qui est assez logique. Ça correspond à notre domaine d'activité. Les utilisateurs de notre site web, c'est plutôt des utilisateurs desktop. Donc voilà ce qu'on peut constater ici. Le nombre de pages vues, il est plutôt évidemment, cet événement-là, il est plutôt réalisé sur desktop. C'est ça qu'on peut voir. Ce qu'on peut aussi utiliser ici, c'est des logiques d'audience. C'est-à-dire que plutôt que de devoir définir à chaque fois que je veux faire mes segments, je vais recréer mes conditions, donc aller sélectionner device catégorie inclus mobile, eh bien je peux aller utiliser en fait des noms d'audience. Donc je peux avoir défini déjà des audiences, on va voir comment. A priori, il faut que je les ai définis déjà avant, et je peux aller directement aller sélectionner ces audiences pour aller comparer en fait des utilisateurs ou combiner en disant j'ai 2 audiences qui m'intéressent, je veux les combiner en une seule
en un seul budget pour aller les analyser directement. Donc voilà pour cette logique d'audience et puis ce rapport par événement. Alors maintenant que je vous ai parlé de ces logiques d'événements, vous avez peut-être vu, je vais revenir 2 secondes en arrière, que sur mes événements, je peux utiliser ce petit toggle là pour dire cet événement-là, en fait, c'est une conversion. Donc je peux pas avoir un nombre illimité de conversions, hein, évidemment. Le nombre de conversions il va être limité pour l'instant à 25. Ceci dit, c'est déjà beaucoup parce que on va rarement suivre d'un point de vue média, hein, parce que ces conversions c'est plutôt une logique d'attribution média quelque part. On va rarement suivre autant d'indicateurs en termes de performance média. On peut peut-être suivre 4 ou 5 différentes conversions, mais on va rarement en suivre plus de 25. Donc, si j'ai activé ces logiques de conversion, je vais pouvoir utiliser des rapports de conversion. Donc là, je retrouve les conversions que nous, on a activées. Purchase, c'est une conversion par défaut. Évidemment, sur le site de 55, on ne peut pas acheter directement des missions 55. Ce serait formidable, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut aller visualiser des contenus particuliers sur le Tea House et on peut aller tout simplement remplir un formulaire de contact. Donc là, c'est ce qu'on va trouver comme conversion ici. Donc si je vais aller chercher par exemple ma conversion Select Content, eh bien je vais pouvoir voir effectivement la logique d'event count toujours, mais j'ai surtout la logique d'attribution en mécano média. Donc là, vous voyez que vous avez soit une vision last click, soit ce que Google appelle ici le last engagement. Ça peut inclure aussi du post view si vous avez une association avec, par exemple, Google Campaign Manager. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore en place, mais elle va venir. Par contre, vous avez aussi un modèle d'attribution qui est lié plutôt que à Google Ads en disant je veux regarder que mes sources Google Ads et je vais regarder mon last click Google Ads, par exemple. Et puis ici, je vais pouvoir aller sélectionner, je peux aller sélectionner d'autres dimensions, donc source, medium, campaign. Vous voyez que vous avez aussi des dimensions qui sont liées à Google Ads comme l'ad group, etc. Donc par exemple, si je regarde par medium ici, vous voyez que voilà mon event count select content, donc cette conversion là, elle est effectuée par selon cette répartition là, on voit bien que l'essentiel de cette conversion, c'est plutôt par du referral qu'on arrive à créer du trafic ou du note set. Voilà, par exemple. Donc, ça veut dire un note set, c'est du direct. Hein. C'est des personnes qui arrivent directement sur le Tea House, par exemple. Voilà comment ce rapport peut être utilisé ici. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer un tout petit peu ce rapport de real time. Là, vous l'avez juste en dessous de Home ici. Vous avez une petite subtilité ici, c'est que non seulement vous retrouvez quelque part des logiques du real time de la version que vous connaissez de Google Analytics, où vous voyez le nombre d'utilisateurs dans les dernières 30 minutes ou par minute, et vous voyez aussi la logique locale. Hein, on voit bien qu'on a des utilisateurs répartis plutôt en France là en ce moment. Oui, parce que en ce moment il est 10h45 en France, mais pas aux États-Unis, c'est encore la nuit, par exemple. On voit qu'on a eu un lead récemment, voilà, exactement. Et on peut aller surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, aller voir, vous voyez ici un petit user snapshot. Donc c'est ça qui est à la fois amusant et en même temps intéressant pour comprendre un tout petit peu comment vos utilisateurs interagissent et surtout comment votre marquage est fait. Donc ça a un intérêt pour aussi comprendre, vérifier que votre marquage est OK, qu'il n'y a pas trop de soucis. Donc là, par exemple, bon, j'ai pas forcément d'utilisateur qui a réussi à me sélectionner. Si je me balade sur le site, on va pouvoir me voir apparaître dans cette vision real time. C'était celle-ci. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé d'utilisateur, mais ça va venir et on va pouvoir visualiser en fait le détail de ce qui a été fait par cet utilisateur avec, vous voyez, une logique de temps. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vais vous montrer la vue de debug parce que celle-ci, elle est encore plus claire pour comprendre cette logique-là. Donc pour ce faire, je vais revenir dans la présentation et je vais vous reprojeter cette présentation. Voilà. Donc vous voyez que dans cette vue de debug, qui est un peu similaire au real time en termes de présentation par rapport à ce que je viens de vous montrer, là par exemple, j'ai un utilisateur. Cette vue de debug, elle est particulièrement utile dans les apps pour vous permettre, avant de soumettre votre app, de vérifier votre marquage. Parce que vous savez que sur une app, le problème, c'est que quand vous avez
soumis votre app déjà et que si vous vous rendez compte que vous avez un problème de marquage, c'est un peu tard. Vos utilisateurs vont déjà mettre à jour leur app et utiliser cette nouvelle app avec un marquage qui ne va pas. Donc, c'est important de bien vérifier avant de soumettre l'app que tout est OK. Donc, en ce sens-là, la debug view, c'est assez pratique. Ça nécessite de rajouter des petites choses. Sur le web, elle est également disponible, mais ça permet de vraiment voir, vous voyez, tout l'enchaînement d'événements de votre utilisateur. Donc ça peut être utile pour la recette. Ça peut amener des outils intéressants. Et puis, accessoirement, ça vous permet de bien comprendre aussi comment se séquencent les différents événements que vous avez mis en place sur votre site ou votre app. Un petit mot maintenant sur un autre rapport. Vous avez le menu technologie là sur le côté, où vous voyez que vous retrouvez en fait les logiques de stream en fait, web ou app, et puis la logique cross-platform. Et là, vous voyez que vous pouvez justement regarder des logiques d'overlap. Est-ce que mes utilisateurs utilisent différentes plateformes en même temps ou séparément, et la répartition aussi. Et puis, vous avez, quand vous rentrez ici dans le détail des plateformes, vous avez des rapports détaillés sur ces logiques de plateforme où vous pouvez aller deep diver sur le type de device utilisé, donc la marque de device, la version de l'app utilisée, etc., etc. Un petit mot sur les audiences, je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez une nouvelle interface en fait qui est beaucoup plus efficace à utiliser que l'interface des segments de Google Analytics V1. Dans cette nouvelle version, clairement, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement dans la création de ces audiences. On retrouve un peu la même logique, ceci dit, la logique en tant que telle n'était pas mauvaise. Ce qui est pénible aujourd'hui dans la version 1, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est que c'est lent. Quand on veut créer des segments, on perd un peu de temps. Là, on va très vite. On a un petit session count et un petit user count à droite, comme on avait l'habitude dans la version 1. Et on peut préparer rapidement ces audiences. Pour l'instant, les audiences ne sont pas rétroactives, c'est-à-dire que si vous les avez pas déjà créées, les utilisateurs ne rentrent pas dedans. Donc, c'est important de les créer le plus tôt possible quand vous la mettez en place. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, pour ceux qui connaissent déjà Google Analytics 360, dans cette version 360, vous aviez un petit outil supplémentaire qui permettait d'aller créer des espaces un peu de travail détaillés, donc faire des analyses plus profondes, qui s'appelle Analysis. Et donc, c'est cette interface-là qu'on retrouve. Donc ça existait déjà dans la V1, dans la version 360, et bien sûr, dans AWP, donc cette nouvelle version, vous avez effectivement des rapports aussi Analysis. Voilà. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir la version 360. Comme Jean-Baptiste l'expliquait, elle n'existe pas encore. Par contre, on a déjà pas mal de choses qu'on peut utiliser et même des rapports supplémentaires, comme vous allez le voir. Là, par exemple, dans le segment overlap, là, on peut s'intéresser sur l'overlap entre mon application Android et mon site web. Et vous voyez qu'en plus, je peux même le regarder, cet overlap, événement par événement. En tout cas, je peux utiliser un petit breakdown avec une dimension pour bien comprendre comment cet overlap se découpe par rapport à mes typologies d'utilisateurs. Je peux utiliser par exemple des user properties pour qualifier mes users. Vous avez d'autres rapports encore. Là, ici, c'est un exemple de rapport nouveau qui n'existe pas donc dans la version 1, qui est le rapport de cohorte. Donc là, vous avez une logique de cohorte dans laquelle vous pouvez utiliser en plus un breakdown, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire que vous pouvez aller rentrer un petit peu dans le détail de l'analyse de cohorte dans Analysis, dans cet outil. Si vous avez donc Appen Web Property, vous pourrez faire ça. Et vous voyez que vous retrouvez en fait les rapports qui existaient dans Universal Analytics, donc la version 360 encore une fois. Dans Universal Analytics, vous avez exploration, vous avez segment overlap qu'on regardait tout à l'heure, vous avez des logiques de funnel, de petits entonnoirs d'analyse, et ensuite vous avez donc les cohortes, vous allez voir l'étude des parcours utilisateurs, et puis vous avez un petit user explorer. Et User Lifetime, pour l'instant, il est en bêta, donc il n'est pas complètement opérationnel. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous montrer en détail. Mais par contre, ce que je ne vais pas résister à vous montrer, c'est évidemment l'analyse des parcours. Alors ça, c'est quand même assez puissant comme outil parce que typiquement, quand je suis dans Analysis, j'ai sélectionné ma technique Path Analysis et je peux aller voir, par exemple, sur le site de 55, en commençant par exemple par les titres de page. Je vais aller regarder ce qui se passe en commençant par, tiens, la homepage. Qu'est-ce que font mes utilisateurs après la homepage? Tiens, sur mes 329 utilisateurs là sur ma période qui ont vu la homepage, eh bien après ils ont été voir 41 d'entre eux
ont ensuite été voir à nouveau cette homepage, alors probablement filtrée sur une autre géographie. Alors par exemple, moi je vais m'intéresser à ceux qui sont allés sur le Tea House. Donc tiens, j'en ai envoyé 12 sur le Tea House. Et sur le Tea House, regardez, ils ont été voir principalement, effectivement, là, voilà, ils sont revenus en fait sur le domaine 55. Donc ça veut dire que peut-être c'était pas le bon pont pour eux. Donc ça, cette logique de parcours, c'est assez puissant parce que ça permet vraiment de comprendre comment les utilisateurs consomment le site web. Et puis si je fais un petit start over, si je recommence à zéro, je peux aussi commencer par landing point. Donc là, je peux m'intéresser pour le coup à une conversion. Donc là, par exemple, je vais regarder ma fameuse conversion select content pour aller voir voilà, mes utilisateurs qui ont effectivement été voir un contenu. Puis je vais m'intéresser aux pages qui sont avant. Comment ils sont arrivés là? Eh bien, ils sont passés par la homepage de 55. Ils sont passés par l'offre 55, en l'occurrence, pardon, ça c'est l'offre 55, cette page-là. Et du coup, comment ils sont arrivés à l'offre 55? Du coup, avant ça, ils avaient vu la homepage, ou alors ils avaient vu le formulaire de contact, etc. Donc ça, c'est vraiment puissant pour comprendre les logiques de parcours utilisateur, pour arriver à une conversion, ou au contraire par rapport à une entrée sur le site. Voilà pour les nouveaux rapports que vous avez dans Analysis. Pour cette démo, je vais pour l'instant m'arrêter là. On n'a pas forcément un temps illimité. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? Des questions particulières? Alors, je vais aller regarder tout de suite la matrice pour voir ce que je trouve comme question. Ah oui, alors il y a des questions. Comment l'ID est partagé entre les deux environnements? Alors, effectivement, ça c'est un point important. Comment je reconnais quelque part des utilisateurs qui sont venus sur mon application mobile et mon site web? Alors, sur ce sujet, pour l'instant, ça repose comme avec Universal Analytics, comme la version actuelle, sur un user ID qu'on va ajouter, qu'on va pousser dans son application, par exemple, lorsque l'utilisateur est logué ou dans son site web. Ça, c'est la première chose qui est possible. Ce que Google est en train de travailler et qui va sortir, c'est de pouvoir faire cette réconciliation, cette fois-ci pas sur la base d'un ID qui est fourni, mais sur la base des ID que Google possède, donc son fameux device graph, quelque part. Évidemment, cette solution-là, elle nécessite d'analyser un tout petit peu les logiques, les contraintes en termes de privacy, donc de respect de la vie privée des utilisateurs. Il faut qu'on évalue voilà, si les utilisateurs, on peut utiliser cette donnée pour afficher ce type de rapport. Donc là, il y a un petit travail à faire. Une autre question, c'est pour tout ce qui concerne les actions actuellement au niveau de la view, comment on fait? Comment ce sera traité dans cette nouvelle configuration? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que les vues dans Google Analytics, ça permet de gérer des utilisateurs, ça permet de gérer des time zones, ça permet de gérer des currencies, des monnaies. Donc ça, c'est évidemment pour l'instant quelque chose qui n'est pas encore complètement déployé. Donc on peut le gérer au niveau d'une propriété, mais on peut plus avoir cette flexibilité pour l'instant au niveau des data streams, donc au niveau des assets, et au sein des assets, au niveau par exemple des pays ou des fonctionnalités. Voilà. Donc par contre, par rapport à tout ça, on pourra demain très probablement aller beaucoup plus loin en réalité que ce qu'on fait aujourd'hui avec les vues. Google en tout cas parle de fonctionnalités là-dessus pour qu'on ait une vraie version enterprise de ce sujet. Une autre question, export natif des données vers BigQuery est disponible. Donc ça, c'est une question importante que j'avais de toute façon traitée. C'est que effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle version de Google Analytics, on peut exporter ces données vers BigQuery. C'est pas une fonctionnalité 360 comme on l'avait sur la V1. Cet export automatique, on va l'activer en fait par le biais de l'interface Firebase aujourd'hui. Demain, elle sera disponible, cette fonctionnalité, directement via l'interface Google Analytics. Mais bon, en gros, il faut aller se connecter sur son projet Firebase, parce que quand on crée cette propriété, il y a toujours un projet Firebase associé. Et dans ce projet Firebase, on peut activer son export BigQuery. Donc, on peut utiliser les données granulaires. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il n'y a plus du tout, ça c'est une autre question, est-ce qu'il n'y a plus du tout de notion de session? Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, on voit que la notion de session, elle est plus du tout centrale. Il y a quand même cette logique d'événement automatique qui dit, ah, là, j'ai un démarrage de session, le fameux événement Session Start. Donc ça, c'est automatiquement, si vous avez déjà un marquage en place, on va rajouter un petit Session Start automatiquement. Donc, il y a quand même un comptage de sessions dans AWP. La métrique session, en revanche, vous la trouverez dans l'interface Analysis, donc ce fameux outil,
où vous pourrez l'utiliser soit dans les rapports d'exploration, dans des tableaux de données, soit dans des vises un peu plus sympathiques. Donc vous pouvez quand même utiliser la métrique session. Par contre, vous n'avez pas du tout toutes les notions autour de la session que vous avez dans Universal Analytics, parce que c'est pas la logique de fonctionnement de cette nouvelle version de Google Analytics. Pourquoi cette logique d'event? Bon, alors ça, c'est une question philosophique. Je ne sais pas si je vais tout détailler, mais ma vision, hein, ça n'engage que moi, ce que je vous dis, c'est que la logique d'event, elle fait plus sens aujourd'hui en termes d'analytics parce que compter des sessions qui ont converti, c'est un petit peu compliqué de comprendre la performance en termes d'expérience utilisateur. Donc, si je m'intéresse à une expérience utilisateur, je vais raisonner avec des types d'utilisateurs. Donc, par exemple, des utilisateurs qui ont vu une version de mon site, hein, si je fais de la B-test. Et puis, je vais raisonner sur des conversions. Qu'est-ce qu'ils ont effectivement réalisé comme événement ou comme conversion? Est-ce qu'ils l'ont fait au moins une fois? Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette logique-là. Et pour ceux qui font du CRO, je pense que vous voyez où je veux en venir. La logique de session est en fait un peu pénible presque dans les rapports de la version actuelle de GA. Ça, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Pour l'instant, tout ce qui est measurement protocol, je réponds très rapidement parce qu'on arrive à la fin du temps. Tout ce qui est measurement protocol, c'est-à-dire l'envoi des données côté serveur, hein, si je veux envoyer des hits, rajouter des données dans Google Analytics, ça n'existe pas encore dans cette nouvelle version, mais ça viendra. Ça viendra. Est-ce que tout cela est GDPR compliant? Ça, c'est une vaste question que je ne peux pas aborder en 30 secondes. Et évidemment, on se penche sur cette question chez 55. Mais clairement, un des axes forts de Google dans cette nouvelle version, c'est aussi de travailler quelque chose qui soit vraiment dans la logique de compliance avec les différentes régulations des différentes géographies. Un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive au bout. Voilà, ce que vous pouvez retenir ici, c'est que App plus Web Property, c'est la nouvelle version de Google Analytics. Il faut vous attendre à des features assez puissantes qui vont venir par la suite. Ce que je vous ai montré, c'est l'état actuel de la solution, mais Google y travaille activement, a vraiment mis l'accent sur cette nouvelle version pour rendre l'outil le plus souple, avec des capacités d'analyse beaucoup plus avancées que ce qui existe déjà aujourd'hui. Et il y a déjà des choses intéressantes, comme je vous le montrais, qu'on peut faire avec l'outil. Voilà. Par contre, évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont pas encore complètement au point. C'est une version bêta, et donc c'est normal que tout ne soit pas parfait. Vous verrez que parfois il y a des petits bugs encore dans l'interface, mais c'est normal. Cette version, Google a bien dit qu'elle n'était pas 100% stable, et donc ils sont en train de travailler pour en faire vraiment un outil parfaitement solide. En revanche, ce qu'on vous conseille de faire, c'est déjà pour commencer à vous faire à cette méthode d'événement et à exploiter des features avancées qui existent déjà et que vous n'avez pas dans la V1, c'est vraiment utile de se mettre dual tagging, c'est-à-dire d'avoir un tag Universal Analytics et un tag AppNweb. Vous pouvez utiliser le même data layer. Parfois, il y a quelques petits mappings à faire dans ce data layer. Je pense notamment sur la partie e-commerce, mais on vous invite vraiment à vous lancer là-dedans pour commencer déjà à collecter de la donnée, avoir un historique de données pour profiter au maximum des nouvelles fonctionnalités qui vont avancer et puis mûrir sur l'exploitation de cette nouvelle version qui va apporter beaucoup en termes de capacité d'analyse pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Voilà, on essaye de toujours améliorer nos webinars, donc faites-nous un petit feedback. Il y a un formulaire que vous trouverez à la fois dans le live chat et puis dans le YouTube Live, dans la page de YouTube Live, vous allez voir ce petit lien-là. Et n'hésitez pas à nous partager vos feedbacks sur cette présentation, vos éventuelles questions, et puis bien sûr, si vous avez envie de voir avec 55 comment éventuellement déployer cet outil ou travailler d'autres sujets, des sujets de cloud, des sujets de CRO, des sujets de médias, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse étudier ça ensemble. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis je vous souhaite une très bonne journée pour cette fin de confinement. Bon courage pour ces derniers jours avant de pouvoir sortir. Merci beaucoup.